suis ravi de vous accueillir pour cette troisième conférence des cycles Penser et Agir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Frédéric Foracci. Frédéric est professeur agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire politique et sociale du XXe siècle. Frédéric est professeur à la Sorbonne et à Sciences Po, et il est depuis 10 ans directeur de la recherche et de l'enseignement au sein de la Fondation Charles de Gaulle. Christine Branchu m'a glissé hier au téléphone que citoyen engagé, il était également depuis peu auditeur à l'Institut national, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Pardon. J'avais un peu de mal avec cet acronyme. Voilà, donc nous avons demandé, et ce n'est pas sans un clin d'œil à Frédéric de nous parler ce soir de la renaissance des politiques sociales de l'accompagnement. Alors, c'est un clin d'œil parce que naturellement, nous sommes en plein dans le scope d'un certain nombre de thématiques qui concernent nos projets de développement et en particulier du projet Agora, puisque dans ce projet, l'autodétermination des personnes, que ce soit les personnes et les résidents accueillis, que les personnes et les professionnels qui les accompagnent sont au cœur du projet social. Et puis, naturellement, la participation, le thème de la participation, il prend également une place très importante, puisque je l'évoquais tout à l'heure avec Frédéric, notamment au sein du Living Lab, nous avons déjà commencé à réfléchir à la façon dont on pouvait associer l'ensemble des personnes qui allaient s'agréger à cette démarche de recherche-action. Donc je pense que nous sommes en plein dans la thématique de ce soir, et il sera très intéressant de pouvoir échanger après l'intervention de Frédéric, que je remercie en votre nom à tous pour sa disponibilité. Et c'est avec un grand plaisir que je lui cède la parole. Merci encore, Frédéric, de votre présence ce soir. Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, juste en guise de préambule, je voulais effectivement rappeler que je suis historien de formation, donc enseignant, chercheur. Et donc, à ce titre, donc, j'aborderai le sujet qu'on m'a demandé de traiter, qui est en fait De Gaulle et la participation. C'est-à-dire que la renaissance des politiques d'accompagnement est un sujet qui m'est cher. J'ai un passé, disons, en tant que citoyen, que personne privée de bénévole, mais j'essaierai aujourd'hui de me tenir à mon champ de compétences, même si bien évidemment, rien ne vous interdit de vous saisir des éléments que je vais essayer d'apporter pour nourrir un manifeste, donc pour en faire un manifeste gaullien, justement, pour cette renaissance des politiques d'accompagnement. Je voulais également dire à quel point j'étais heureux et fier, surtout, de parler devant la Fondation Anne de Gaulle, c'est-à-dire quelque part un peu au cœur de l'intimité du peuple de Gaulle, car j'ai souvent regardé cette histoire du château de Vercœur, cette fondation d'utilité publique dès le 30 mai 45, c'est arrivé en octobre 45, et ce qui m'a souvent frappé, c'est d'une part le fait que la famille de Gaulle, depuis Trèves, en passant ensuite par le Liban, par Beyrouth, par Péry, par Metz, par Londres, par Alger, c'est une famille qui a intégré dès le début une enfant handicapée, qui en a été une part pleine et entière. De Gaulle, évidemment, a souvent écrit sur cet enfant qu'il y avait sans cesse amené à viser plus haut. Je n'ai pas besoin de le rappeler, vous le connaissez. Ce que je voulais également dire, c'est que de mon point de vue, la création de cette fondation, c'est la contribution personnelle de la famille de Gaulle à la reconstruction. C'est un symbole qui touche, un symbole qui frappe à l'époque, puisque dans ne serait-ce que le financement initial de la Fondation Anne de Gaulle, on fait appel donc à la participation publique, et c'est des Français de toutes les origines, de tous les horizons, qui donnent, qui apportent leur écho, parfois modeste, mais néanmoins important, symbolique justement, à créer cette fondation. Quelque part, Anne de Gaulle, c'est l'enfant et l'adolescent de la reconstruction, au sens où
C'est par ce biais, par la création de cette fondation, que la famille de Gaulle, Charles et Yvonne, font passer un certain message donc sur ce que doit être la recréation de la France, sur la manière dont on doit refaire la France en 1945 de manière plus généreuse et plus inclusive. Et ça, je me permettrai d'y revenir. Alors, la participation, c'est un terme que De Gaulle a employé, de manière un petit peu alternative. Il y a eu des études de lexicomologie amusantes d'ailleurs à ce sujet sur lesquelles je reviendrai, avec le terme d'association. Mais derrière, disons une certaine, fluctuation sur les termes, l'idée, elle constitue incontestablement une ombre portée qui permet de comprendre, le parcours de De Gaulle et qui permet de lier, qui trace un trait d'union entre les différentes périodes de sa vie. N'oublions pas que De Gaulle, c'est un enfant de la génération Rerum Novarum, du catholicisme de social, de la crise qui va suivre évidemment ensuite dans le premier 19e siècle. C'est un adolescent qui se forme en écoutant Marc Sangnier, en lisant Péguy, en lisant surtout Péguy, sans doute son auteur de référence. Mais ensuite, l'idée de la participation, elle est au cœur de sa réflexion en tant que soldat. Et je reprends ses propres termes, en tant que soldat, un terme qu'il emploie énormément dans l'entre-deux-guerres. Mais la guerre est évidemment une épreuve du feu, une épreuve de la communauté extraordinairement importante. Il y a de belles lignes, évidemment, sur les tranchées, sur le fait de partager ce sort difficile, éprouvant au service de la nation avec les soldats sous ses ordres. Et ensuite, évidemment, sa réflexion sur le commandement, sur l'autorité, est également nourrie de déjà ce qu'on peut considérer comme une ébauche de la participation. L'autorité ne doit jamais être verticale, contrairement à la manière un petit peu caricaturale dont on présente parfois la pensée de De Gaulle, mais l'autorité, c'est aussi l'art de convaincre et d'associer, puisque c'est évidemment parce qu'on sait justifier un ordre, parce qu'on sait donner une certaine forme de sens à ce qu'on va demander à des subordonnés, qu'on va pouvoir mobiliser leurs talents et leurs compétences. Cette idée, De Gaulle est obligé de la remobiliser évidemment dès 1940, quand à Londres, il se trouve à associer des talents tout à fait divers, des hommes et des femmes d'origine diverses et même parfois opposées, avec cette seule bannière commune qui est de refaire la France. Et c'est là que je me permets d'insister. Dès 1940, l'objectif de Gaulle, l'objectif de la France libre, c'est pas de gagner la guerre. Enfin, pas seulement de gagner la guerre, mais c'est déjà de refaire le pays. Souvenez-vous des mots assez célèbres qu'il donne à René Cassin, qui lui demande à quel titre devons-nous négocier avec le gouvernement anglais? Sommes-nous une légion française combattante? Et De Gaulle de lui répondre, nous sommes la France. Nous sommes la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début de la guerre, et en fait, dès 1941, dans le discours d'Oxford, De Gaulle va lier de manière absolument intrinsèque le combat militaire, la mobilisation des âmes et des esprits, et en même temps la volonté de refaire une société différemment. C'est là que sa pensée peut-être se précise, c'est là qu'il commence à réfléchir, en particulier au sentiment d'aliénation lié à la société industrielle, et qu'il va penser également le rôle de l'État, le rôle social de l'État, avec cette idée qui commence à habiter certains gaullistes dès 1940 et qui sera l'une des clés de la reconstruction, qui est que l'effondrement de 40, c'est aussi un effondrement de l'État, ou plus exactement une incapacité de l'État, en France, mais pas seulement en France, hein, également en Angleterre ou en Allemagne, à faire face à la crise sociale des années 30, qui suit la crise économique de 29, à accompagner les populations et à savoir en quelque sorte étendre son champ d'intervention pour préserver la sécurité et la liberté des hommes. Bref, quand De Gaulle dit que la seule question qui vaille, c'est celle de l'homme, c'est ce lien qu'il essaye de reformuler profondément, justement, en disant on ne peut reconstruire la France qu'autour de l'État qui répond de la France, mais qu'autour d'une autre vision de son action qui aura pour but, justement, de favoriser, de préserver l'unité sociale. Et pour ça, il faut réussir à concilier à la fois la sécurité et la liberté. Il y a un texte sur lequel je reviendrai, qui date de mars 1944, mais dans lequel De Gaulle définit en des mots qui sont assez célèbres, donc le concept de démocratie sociale, je le cite, la démocratie française devrait être une démocratie sociale, c'est-à-dire assurant organiquement à chacun
le droit et la liberté de son travail, garantissant la dignité et la sécurité de tous dans un système économique tracé en vue de la mise en valeur des ressources nationales et non point au profit d'intérêts particuliers, où les grandes sources de la richesse commune appartiendront à la nation, où la direction et le contrôle de l'État s'exerceront avec le concours régulier de ceux qui travaillent et de ceux qui entreprennent. Alors bien évidemment, il y a dans ces formules gaulliennes énormément d'éléments qu'on connaît, en particulier la nationalisation des industries essentielles, des industries de souveraineté, en particulier tout ce qui concerne l'alimentation énergétique avec la création d'EDF, de GDF, mais il y a surtout cette volonté de garantir la dignité et la sécurité de tous. Ce terme de dignité, il est important, il fait le lien avec la formation catholique, chrétienne de Gaulle, et surtout, c'est derrière tout ça qu'on va avoir finalement une évolution du pacte français avec la création de la sécurité sociale, que De Gaulle sait faire quelque chose de consensuel, puisque c'est quelque chose qui va être initié par un gaulliste, Pierre Laroque, qui sera poursuivi par un communiste, Ambroise Croizat. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir à quel point De Gaulle sait nourrir, ou en tout cas sait susciter, un espèce de consensus français élargi pour qu'on accepte véritablement une remise en cause totale de ce qui était jusqu'ici la pratique sociale de l'État, c'est-à-dire une pratique tout à fait minimaliste, et qu'on accepte donc, avec la sécurité sociale, finalement, de consacrer une part beaucoup plus importante de la richesse nationale produite à ces politiques d'accompagnement social. Enfin, ce qu'évidemment il ne faut pas oublier, c'est que ce lien, enfin plus exactement ce chemin, s'arrête pas à la libération et avec le départ du pouvoir en 1946, qu'au contraire, De Gaulle le dit dans un discours extrêmement célèbre, le discours social de Saint-Étienne en 1948, il n'a eu que peu de temps pour agir dans ce domaine, mais que depuis qu'il est parti du pouvoir, les réformes sociales se sont arrêtées. Il va continuer ce chemin à l'époque du RPF, pendant ce qu'on va appeler la traversée du désert, en théorisant l'association capital-travail, c'est-à-dire finalement une volonté de penser les rapports au sein de l'entreprise qui ne soit pas une pensée classe contre classe que le marxisme dominant à l'époque est représenté à la fois par le Parti communiste français qui est très puissant et par les syndicats tend à imposer. Et enfin, également, surtout qu'avec son retour au pouvoir, par la participation, qui ne sera pas seulement une belle idée un peu éthérée, comme on le résume parfois un peu de manière caricaturale, mais qui va se déployer à travers un arsenal législatif, les lois de 59 et de 67 qui suivent le fameux amendement Vallon, la réforme des comités d'entreprise, la volonté également d'étendre la participation à d'autres domaines comme l'université, c'est la loi Faure de l'été 1968 qui est l'une des réponses à la crise sociétale de mai 68, et enfin la réforme régionale qui est un laboratoire de participation avec la mise en place des coders et puis surtout l'exaltation de ce qu'on a appelé les forces vives, c'est-à-dire des élites locales non politiques, mais avec lesquelles l'État va tenter de nouer un dialogue. Et enfin, évidemment, le projet de 1969, dont on a beaucoup retenu, peut-être trop retenu, la dimension de réforme du Sénat, et peut-être pas assez, justement, cette dimension de participation, c'est-à-dire que dans cette réforme du Sénat, il y a aussi une volonté tout simplement de renouveler les interlocuteurs de l'État, de les choisir, de les aider parfois, de les distinguer pour pouvoir travailler avec eux. La participation, c'est aussi ça. C'est alors que l'État gaullien du début des années 60 est très puissant, peut-être trop puissant, eh ben, l'État cherche justement à nouer des liens avec la société pour se stabiliser, pour porter des réformes sur le long terme. Je caricature un petit peu, évidemment, mais j'essaierai d'y revenir plus en détail à la fin de mon propos. La participation, c'est une idée, c'est une ligne de force, donc, comme je viens de le dire, c'est aussi une démarche permanente, dans la mesure où, contrairement à l'image, là aussi, qu'on peut avoir quand on pense à De Gaulle marchant seul sur des plages irlandaises, De Gaulle n'est pas un solitaire. De Gaulle agit parce qu'il sait trouver des pairs et parce qu'il sait les associer. Ce n'est pas quelqu'un qui n'écoute que lui, c'est au contraire quelqu'un qui écoute et c'est quelqu'un qui sait rassembler. Le rassemblement, c'est évidemment celui de 40. La France libre est en quelque sorte un laboratoire de participation. De Gaulle doit donner des responsabilités très très vite
à des hommes qui n'ont pas forcément de compétences particulières. Pensez par exemple à André de Wavrin, qui est un spécialiste des fortifications et qui, un beau jour de juin 1940, eh bien, se trouve bombardé chef des services de renseignement de la France libre, un domaine auquel il ne connaît rien. Mais songez également à la relation de De Gaulle avec ses grands subordonnés militaires, qu'il s'agisse de Leclerc, qu'il s'agisse de Quatroux. C'est des hommes à qui il donne une ligne, à qui il donne une direction, mais c'est évidemment des hommes dont il n'attend pas une obéissance directe. Il attend de lui qu'il l'aide à marcher avec leurs armes, avec leurs qualités, avec leurs talents, avec leur énergie, vers l'objectif qu'il a tracé, en s'assurant juste, quelque part, eh bien, que cet objectif, il a été compris et accepté. Et donc, il y a aussi une forme de relation de loyauté que De Gaulle va mettre en place. Le deuxième terme clé, c'est celui de rassemblement. Le rassemblement, le RPF, c'est le rassemblement du peuple français. C'est-à-dire que c'est précisément une volonté de dépasser les clivages, de faire appel aux bonnes volontés, ou en tout cas aux volontés sensibles à l'intérêt national et à la volonté de reconstruire le pays. De manière assez étonnante aujourd'hui, songez que quand le RPF est créé, De Gaulle autorise la double appartenance. On peut être membre du RPF et membre du Parti socialiste et membre du MRP, la démocratie chrétienne, même membre du Parti radical, qu'importe. Les bonnes volontés, on les recrute partout. Ce qui compte, c'est plus le mouvement, c'est l'adhésion au mouvement que véritablement une forme d'adhésion partisane dans laquelle De Gaulle verra toujours des ferments de division. Le rassemblement plutôt que les partis. Et enfin, la participation, c'est aussi un art de travailler avec ces grands barons, avec les grands hauts fonctionnaires de la France libre, dans une forme de communauté de vue et de recherche d'efficacité permanente. C'est ce qui permet en particulier la mise en place extraordinairement rapide des réformes de 58-59 et qui permet également des réformes de fond donc, qui vont être menées au pas de course, donc dans la première moitié essentiellement des années 60 et dont la France vit encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Alors mon propos va s'articuler autour de trois séries de questionnements qui globalement suivent la chronologie de la vie du général de Gaulle, mais qui, pour reprendre le jargon donc historien, est disons chronothématique, c'est-à-dire que je vais me situer dans une période et je vais essayer de développer un thème. Le premier thème que je vais essayer de développer, c'est celui finalement de la part du chrétien chez De Gaulle, et en particulier l'influence assez mystérieuse, complexe, en tout cas qui mérite d'être investiguée, de ce qu'on a pu appeler le catholicisme social. On a beaucoup cherché chez De Gaulle justement l'influence de ce catholicisme social, d'Albert Demain, de la Tour du Pin, ou alors, pour citer des lectures plus anciennes, donc Lacordaire, Lamennais, que De Gaulle a lu, on le sait notamment par les travaux d'Alain Larcon. Et pourtant, il y a chez De Gaulle un rapport assez mystérieux au christianisme. Chrétien pratiquant, mais pas militant. On a pu parler à son sujet de religion intérieure. Un homme qui a une relation toujours complexe avec la hiérarchie catholique. Et puis, surtout, un homme qui reste sensible justement à une vision organiciste de la société, un homme qui refuse profondément la division ou le conflit, mais en même temps un homme qui croit en l'État, plus que dans la force de la société elle-même pour se réformer, puisque pour reprendre, pardonnez-moi, la fameuse formule des mémoires de guerre, eh bien l'État répond de la France. Bref, il y a incontestablement une dimension chrétienne, une dimension catholique dans la vision de la société qu'a De Gaulle, une dimension qui est forgée par la famille, une dimension qui est forgée par les lectures et par l'éducation, une dimension qui est également forgée par le passage dans l'armée et par un certain ethos militaire, puisque dans la génération de De Gaulle, chaque officier lit le fameux ouvrage de Lyautey sur le rôle social de l'officier, qui est très très lié justement à cette dimension catholique militante et engagée dont Lyautey, qui est d'ailleurs monarchiste donc, est porteur. Mais en même temps, il s'agit d'essayer de déclarer un petit peu justement ce qui, dans la pensée chrétienne, eh bien, va nourrir l'action de De Gaulle, sachant que De Gaulle opère sa propre synthèse et que d'autre part, sa doctrine sociale, elle va moins se formuler de manière théorique que s'exercer dans l'action, dans les actes et dans les décisions. Dans un second temps, je vais essayer de
voir en quoi la participation est une dimension absolument décisive, déterminante du combat, de la France libre, du combat de la résistance également, du combat pour la reconstruction de la France. J'aime beaucoup, le terme du livre de Michel Debré, «Refaire la France», et je serais tenté de dire que dès juin 1940, il y a en particulier une confidence absolument fulgurante que De Gaulle, fait à Maurice Schumann, alors qu'on est à Londres à la fin du mois de juin 1940 et que l'avenir peut paraître sombre. Le véritable objectif de ceux qui sont partis, de ceux qui combattent, c'est de refaire la France. Gagner la guerre, évidemment, mais gagner la guerre, quelque part, dès l'appel du 18 juin 1940, les bases sont quelque part posées. De Gaulle a une vision géopolitique, une vision, hein, on peut employer le terme. Il voit la guerre se mondialiser, il voit le rôle de l'empire colonial, il voit l'entrée en guerre des États-Unis. Bref, il est paradoxalement sans doute peu inquiet sur l'issue militaire du conflit, surtout une fois que l'Angleterre a supporté l'épreuve du Blitz, donc à l'été 1940. Mais l'objectif, dès le début, il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus ambitieux. C'est une espèce de résurrection morale du pays qu'il convient de mettre en œuvre. Le vrai but de guerre, le vrai but de la France libre, plus exactement, qui excède un but de guerre, c'est de refaire la France, et de ce point de vue, Londres va être un creuset. Alors, comment essayer de le comprendre? Ben, ça nécessite plusieurs questions ou sous-questions. Je m'attarderai un petit peu sur l'aspect de révolte de la conscience française qu'a été la France libre dès le début, mais j'insisterai également sur très vite, la pensée de la société française à refaire, l'analyse de la crise des années 30, le chemin vers ce qu'on appellera plus tard l'esprit de Philadelphie, bref, tout ce qui va conduire finalement vers le programme du CNR. On dit souvent que le CNR, le programme du Conseil national de la résistance, qui est encore aujourd'hui très présent dans le débat public français, c'est un compromis. C'est vrai. C'est vrai, c'est des gens qui, de la droite libérale et des indépendants aux communistes, vont accepter de se mettre d'accord sur un programme commun d'action pour la France, et ce qui fait que son héritage va être consensuel. Mais ce programme, c'est celui de Gaulle. Le CNR, De Gaulle le veut, l'assume, et dans une certaine mesure, dans même une assez large mesure, c'est aussi sa pensée qui va être mise en action, en tout cas son projet pour la France reconstruite. Enfin, dans un dernier temps, je vais essayer de parler de la participation mise en œuvre. Alors là, évidemment, je m'attarderai plus sur la période gouvernementale. Évidemment, j'essaierai de ne pas vous accabler de chiffres, de dates, mais ce que je veux juste dire, c'est que alors qu'on associe souvent la reconstruction, de post-1958, bah, au cœur des 30 glorieuses, c'est-à-dire à cette époque où la France a une croissance qui aujourd'hui ferait pâlir d'envie, nos dirigeants actuels, et où globalement, la société se modernise et se libéralise. Eh bien, De Gaulle a très vite ce souci de ne laisser personne sur le côté. Des réformes de 1959, par exemple, c'est la création de l'Unédic, alors que le chômage est un phénomène, on va dire, c'est pas du tout le phénomène de masse auquel notre pays a pu être confronté par la suite. 59, c'est aussi la première ordonnance sur la participation. Ça sera aussi la réforme des comités d'entreprise un peu plus tard par Gilbert Grandval en 1966. Bref, dans le projet de modernisation du pays, qui est évidemment fondamental et central pour De Gaulle, il y a très clairement et surtout, je tiens à le dire, dès le début, ce projet de ne laisser personne de côté. Et puis la deuxième idée que je voudrais développer dans ce cadre, eh bien, c'est l'idée que la participation, c'est évidemment la participation dans l'entreprise, c'est les politiques sociales qui sont importantes, mais ça va au-delà. C'est aussi un projet politique. La participation, c'est quelque part répondre à l'accusation de verticalité peut-être excessive, que nourrissent donc, tous les procureurs du gaullisme, en essayant de trouver un dialogue, des biais de dialogue avec la société. Et là aussi, c'est une ligne un petit peu souterraine, mais qu'il faut sortir un petit peu justement de terre et faire apparaître, qui va commencer avec la réforme régionale de 1964 et la création des CODER, qui est extrêmement importante, qui va se poursuivre avec le discours de Lille de 1966 et qui évidemment va nourrir les réformes des années 68, 69. Bref,
pour essayer de ramasser un petit peu toutes les questions que j'ai posées, que je vais essayer de traiter rapidement, c'est une forme de continuité que je vais essayer d'éclairer. Pas tant en continuité au sens où De Gaulle aurait eu une vision dès le début, mais cette vision est une construction progressive, un work in progress, comme on dirait, comme on dirait, disons, outre-Manche, et comme on ne devrait pas dire d'ailleurs, mais je ne trouve pas finalement de meilleurs termes. Une construction progressive qui est d'abord une construction, disons, intellectuelle assez assez évanescente, en tout cas nourrie de références de lecture, mais qui va être précisée par l'appel aux responsabilités et qui en fait va être une ligne de force du début de la guerre, donc de 1940, jusqu'au dernier temps du gouvernement, donc en 1969. Voilà. Donc ceci posé, c'est un peu la tradition Sciences Po. J'aime un peu trop les introductions roboratives, en fait. Donc j'ai essayé d'aller un peu plus vite donc sur mes trois parties. Je vais d'abord m'intéresser aux chrétiens de Gaulle, avec effectivement un sujet qui est finalement assez difficile à cerner. Pourquoi? Parce qu'on a des sources indirectes pour en parler, mais que De Gaulle a très très rarement théorisé, ou enfin très très rarement exprimé l'influence qu'avait pu avoir sa formation spirituelle, sa foi également, dont on sait de manière assez claire donc qu'il la pratiquait de manière régulière sur le plan privé, sur son action publique. Qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est que De Gaulle était un catholique pratiquant, c'est une certitude. Ce qu'on sait également, c'est que le milieu familial a joué un rôle extrêmement important. Je ne rappelle à personne les phrases que chacun connaît sur sa mère qui vouait à la patrie une ferveur mystique, sur son père, donc professeur puis préfet des études au collège de l'Immaculée Conception chez les jésuites. Il y a également un terreau du Nord qui est important pour comprendre cette imprégnation sociale de Gaulle. Les semaines sociales de 1904, qui sont des moments de formation intellectuelle voulus par l'Église catholique et de réflexion sur les problèmes du temps, dans la lignée donc de Rerum Novarum, elles sont fondées par Eugène Dutoit, un professeur de droit qui est un ami personnel du parrain du futur général, donc Gustave de Corbie. Et je pense qu'il y a une imprégnation extrêmement forte, ou en tout cas qui me paraît importante. Mais par-delà c'est par-delà cet héritage familial donc évident, heu, quelle ligne de force on peut essayer de distinguer qui modèle, ou en tout cas qui façonne un petit peu De Gaulle, sa pensée et son action? Je dirais qu'il y en a 4 en fait. La première, c'est à la fois l'admiration pour la règle et le souci de développer ses propres talents. L'admiration pour la règle, car il y a dans la religion, en particulier dans le catholicisme, un aspect structurant et que cette règle commune, quelque part, elle unifie. Elle met chacun au même niveau, elle est un instrument de cohésion. Mais en même temps, une volonté de développer ses propres talents, c'est-à-dire l'idée que cette règle ne bride pas l'individu, qu'elle ne lui interdit pas de s'exprimer, qu'elle n'en fait pas juste un môle, ou en tout cas un élément lambda dans une chaîne qui le dépasse, mais qu'au contraire, comment dire, il existe une forme de liberté dans ce cadre régulé. La personne en fait qui incarne le mieux ce paradoxe, c'est Péguy, sans doute, l'intellectuel catholique, qui a le plus directement influencé le général Péguy. Nous croyons intégralement tout ce qu'il y a dans notre catéchisme et c'est devenu et c'est resté notre chair. Une phrase que le général aurait sans doute pu écrire. Et en même temps, Péguy, c'est ce catholique rebelle, ce catholique de l'affirmation parfois même véhémente dans le débat public de valeurs tirées de sa compréhension de ce qu'est la foi catholique. Et Péguy, c'est celui que De Gaulle révérera au point de confier à l'Imperfite en septembre 64. Aucun écrivain ne m'a autant marqué. Dans les années qui ont précédé la guerre, je lisais tout ce qu'il écrivait pendant mon adolescence et quand j'étais à Saint-Cyr, puis jeune officier. Je me sentais très proche de lui. Ce qui m'intéressait surtout chez lui, c'était son instinct. Et je précise que ce terme d'instinct, il est profondément gaulien. Ce que De Gaulle garde de Péguy, c'est comment dire
cette façon de sentir les sujets et surtout d'agir d'une manière profondément morale, c'est-à-dire d'agir à partir d'une forme de corpus, de structure, justement façonnée par l'Évangile, et du coup d'aborder les sujets, d'aborder les questions avec une forme de réflexe moral, je voudrais dire. Et le réflexe de Péguy au moment de l'affaire Dreyfus, qui en fait un Dreyfusard de combat, qui n'est pas seulement nourri de sa pensée socialiste, c'est aussi le réflexe des hommes en 40. C'est aussi le réflexe des premiers Français libres de 1940, quand il y a une espèce de sursaut, je dirais presque physique, on dit, qui est de refuser justement la soumission, la capitulation, la défaite, et puis surtout la soumission à un ordre étranger absolument inacceptable. Donc, le corollaire, je dirais, de tout ça, eh bien, c'est le refus que le catholicisme soit au service, d'un ordre, établi. Si l'individu ne peut jamais être écrasé pour le bien, de la communauté, c'est la leçon quelque part de l'affaire Dreyfus, le catholicisme, c'est aussi quelque part justement une foi, une logique, une morale, mais, qu'on ne peut pas faire taire. L'exemple qui est à mon avis très fondamental, c'est l'influence du père du futur général, donc Henri de Gaulle. Henri de Gaulle qui lit l'Action française, Henri de Gaulle donc qui est préfet des études, au collège de l'Immaculée Conception. Henri de Gaulle qui fréquente des milieux qui sont anti-Dreyfusards et pourtant Henri de Gaulle qui se refuse à être anti-Dreyfusard. Pourquoi? Parce que la vérité, d'une part, est une valeur qui sublime en quelque sorte finalement les obédiences diverses auxquelles on pourrait être amené à se soumettre, et d'autre part, et surtout parce que il refuse quelque part le sacrifice d'un individu au nom d'une communauté supposée, en l'occurrence l'intérêt de l'armée. La troisième idée, qui me semble extrêmement importante, c'est l'idée, que la vie peut être vue comme une forme de lutte entre le bien, et le mal, et en particulier, je pense que cette idée d'une lutte entre le bien et le mal, elle va façonner dans une certaine mesure la pensée géopolitique du général de Gaulle. Puisqu'évidemment la nation, mérite, est l'objet d'un culte, l'objet quasiment d'une foi mystique, mais en même temps le bien, et le mal, c'est finalement une idée qui va se façonner dans les années 30. De Gaulle va être l'un des premiers à se méfier ou en tout cas à comprendre la dimension, totalitaire, du système nazi. Alors il s'en rend compte particulièrement bien parce qu'en 1933-34, il travaille au Conseil supérieur de la défense nationale. Il a accès à tous les rapports du renseignement français et donc ses yeux vont sans doute être dessillés, assez vite. Mais surtout, il saisit la dimension, disons, totale, globale, du danger nazi, et moi, là, cette fois-ci, je dirais que ce qui fait écho à la pensée de Gaulle, c'est Bernanos. C'est le Bernanos des grands cimetières sous la Lune, celui qui, dans la péroraison des grands cimetières, écrit: «Non, ce n'est pas vous que nous craignons le plus, monsieur Hitler. Nous aurons raison de vous et des vôtres si nous avons su garder notre âme, et nous savons bien que nous aurons prochainement sans doute à la garder contre les artificieux docteurs à votre solde.» Je pense que les grands cimetières sous la Lune, de Gaulle admirait, révérait même Bernanos, c'est sans doute un livre un peu charnière, en fait, c'est une butte témoin, celui d'un chrétien, ancien maurassien, ancien camelot du roi, donc Bernanos, ancien lecteur de Drummond, qui quelque part reconfigure cette vision à la lumière de la tragédie espagnole. Vous connaissez chacun connaît les phrases poignantes qui ouvrent la deuxième partie des grands cimetières. La tragédie espagnole est un charnier, et surtout, comment dire, qui comprend avant sans doute tout le monde, en tout cas qui ose exprimer l'idée que la guerre qui se prépare, les tueries qui se préparent, pour reprendre encore l'expression bernanosienne, ça va être un combat entre le bien et le mal. Un combat entre une vision de la France, des valeurs dont elle est porteuse, qui sont aussi des valeurs de liberté, des valeurs de vérité, et en même temps, un espèce de bloc, totalitaire qui menace l'essence même, de ce qu'est la France. Dans la révolte de la conscience française, là encore dont je parlais de 1940, il y a aussi cette dimension bernanosienne. Cette idée qu'on défend la France, on défend la nation, mais on défend également l'idée, de la France. Et enfin,
dernière idée, à mon avis, importante, le souci d'unité paradoxal. Enfin, paradoxal, non, mais en tout cas, le souci de rassembler. L'idée qu'on ne construit pas sur une scission, qu'on ne construit pas sur un conflit, j'aurai largement l'occasion d'y revenir, et cette dimension de rassemblement, Heu, est essentiel. Je dirais que le rassemblement n'est pas l'unité. C'est une idée qui est profondément gaullienne et de Gaulle, aura toujours justement cette capacité de tolérer, des gens qui ne sont pas quelque part, le doigt sur la couture du pantalon, mais des gens, autour desquels il converge autour de certains objectifs. À la France libre, en 1940, il y avait aussi des anti-gaullistes. Un anti-gaulliste terrible, par exemple, comme André Labarthe, et pourtant, à la mort d'André Labarthe en 64, de Gaulle envoie une lettre donc à la veuve d'André Labarthe pour lui dire que lui aussi, à sa manière, a fait partie du combat pour le redressement de la France. Bref, il me semble que il y a ces 4 éléments. Il y a aussi évidemment un élément, disons, de conduite, personnelle, qui est évidemment un mode de vie modeste, un mépris pour l'argent, une forme de pauvreté qui là aussi est profondément bernanosienne. Aux origines de la fondation Anne de Gaulle, il y a un don personnel en fait de madame de Gaulle, un don d'argent et c'est pas du tout quelque chose de négligeable dans la mesure où De Gaulle s'est toujours, enfin, comment dire? A toujours évolué dans un cadre, modeste. C'est-à-dire que De Gaulle n'a jamais été un homme riche et que je travaille à la Fondation Charles de Gaulle justement, je vois les locaux qu'il a occupés, je vois quotidiennement le bureau dans lequel il travaillait. Il n'a jamais cédé à la moindre tentation du luxe, ou en tout cas de tout ce qui était superfétatoire, qui d'ailleurs a traversé parfois des moments difficiles. Quand en 1933, De Gaulle est nommé au Conseil supérieur de la défense nationale, enfin fin 32, à ce moment-là, il cherche en fait à repartir au Liban. Et pourquoi est-ce qu'il cherche à repartir au Liban? Parce qu'il y a une prime d'expatriation, il est en train d'acheter la boisserie, que c'est un viager, que ça lui coûte extrêmement cher, et qu'il se dit que pour acheter la boisserie dont il a besoin pour Anne, pour lui donner un cadre de vie à l'abri, en quelque sorte, des regards et puis au calme, eh bien, évidemment, il a besoin de cet argent. De Gaulle restera toujours, fidèle, en quelque sorte, à cette idée de pauvreté, peut-être pas, mais disons de rusticité, en tout cas d'absence de luxe, propre à une certaine vision, du christianisme. Enfin, évidemment, il y a la question sociale qui est sans doute, et je terminerai ma première partie, par là, qui est sans doute, en fait, le lieu de ses tout premiers engagements politiques. On s'est souvent demandé où était De Gaulle, en fait, avant 1940, s'il est difficile à situer. On sait qu'il a frayé avec un certain nombre d'hommes politiques parce qu'il voulait les convertir à sa vision du char, c'est-à-dire de la modernisation de l'armée française, mais en fait, le seul engagement personnel, on le trouve plutôt du côté du Parti démocrate populaire, qui est un tout petit parti de chrétiens dans son affirmation, un parti proche de milieux intellectuels, proche de Daniel Robs, proche de la revue Temps Présent. De Gaulle va adhérer en fait aux Amis de Temps Présent en 1939 et de manière assez singulière, donc Temps Présent va être le journal qui va se réjouir de la nomination de Gaulle comme sous-secrétaire d'État en 1940 en le présentant peut-être comme l'homme de la situation. D'ailleurs, peu de temps auparavant, en 1939, Temps Présent avait publié un portrait anonyme du général de Gaulle, le présentant comme le visionnaire, l'homme de la situation, l'homme qui, dans la guerre qui se présentait, eh bien, allait jouer un rôle aussi décisif que celui qui a été le maître à penser de Gaulle, donc le colonel Mayer en 1914. Et l'auteur de ce texte, c'est De Gaulle lui-même, puisque le texte n'est pas signé. Eh bien, il se permet en quelque sorte justement de poser un éloge de lui-même qui marque, disons, malgré tout, une forme de foi en lui-même, en sa vision et en ses capacités. Alors, ceci posé, c'était un peu le cadre intellectuel, 1940, c'est-à-dire, comment est-ce que petit à petit la pensée, va, se muer en action? Puisque
la pensée sociale, De Gaulle ne la formule pas véritablement avant 1940. On a quelques vagues indications. Son principal interlocuteur, en fait, c'est Jean Auburtin, qui est un avocat, un homme qui a foi en lui, un homme qui va essayer de faire valoir ses thèses sur la modernisation de l'armée. Auburtin a une sensibilité sociale forte. Il enseigne à l'EPSS, l'école pratique des sciences sociales, donc une école qui a disparu, mais il est très sensible justement à ces questions sociales. On sait qu'il y a des échanges avec De Gaulle au cours desquels De Gaulle fait plus, au début, preuve, disons, d'une vision assez soldatesque, on va dire, de ces questions, en pensant que la question sociale, c'est avant tout une question d'antagonisme et d'argent. 40, c'est une maturation de sa pensée. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel de voir la France libre pour ce qu'elle est. La France libre, c'est avant tout un mouvement de redressement national. Et donc, dès le début, nous ne sommes pas une légion combattante, nous sommes la France. Et je serais tenté de dire, nous sommes la France dans l'esprit de Gaulle, ça veut dire nous sommes un laboratoire aussi. Un laboratoire, pourquoi? Parce qu'il s'agit de tirer d'une part le bilan de l'effondrement de 1940. Comment est-ce qu'un État fort, une république implantée, une armée soi-disant puissante, ou en tout cas inspirant une grande confiance donc au pays, peut s'effondrer ainsi en quelques semaines? C'est parce que c'est pas seulement une faillite, c'est une faillite tactique, mais c'est aussi une faillite morale, si vous voulez. C'est une faillite tactique, et je dirais c'est une faillite intellectuelle. Ça, c'est l'appel du 18 juin 1940. C'est une faillite intellectuelle parce qu'on n'a pas vu venir les chars, parce qu'on s'est réfugié dans une dimension défensive, parce qu'on s'est caché derrière la ligne Maginot, et que quelque part, cet esprit défensif a fini par contaminer les âmes, justement, jusqu'à rendre un petit peu inoffensif, ou en tout cas jusqu'à laisser incapable de répondre à l'offensive allemande. Mais ce qui est plus grave, et c'est là qu'on a, comment dire, la prolongation de l'appel du 10 juin 1940, c'est ce que De Gaulle appelle, dans un appel qu'il n'a jamais prononcé, et qui en fait il aurait dû prononcer à la BBC dès le 19 juin 1940, l'esprit de Bordeaux. L'esprit de Bordeaux, c'est quoi? L'esprit de Bordeaux, c'est la résignation qui suit la défaite. C'est la résignation, c'est-à-dire l'acceptation quelque part de la défaite comme quelque chose de dû, comme quelque chose d'inévitable. La résignation de Pétain qui dit il va falloir ou de Laval qui disent il va falloir rendre notre République désormais moins généreuse. L'idée finalement que c'est une forme d'infériorité presque ontologique de la République par rapport à des régimes totalitaires qui conduit à l'effondrement. Et ça, non, justement. La France libre, c'est un refus absolument de cette explication, c'est un refus de cette résignation, et c'est pour ça que le combat, c'est aussi une espèce de réflexe moral. Au début, la France libre, c'est une chevalerie quasiment. Chevalerie qui va être matérialisée par la création à Brazzaville de l'ordre de la libération, mais c'est des hommes et des femmes qui ont finalement en commun d'avoir pris des risques personnels absolument inouïs, fondamentaux, essentiellement parce qu'ils ont répondu à une vision, plus exactement parce qu'ils ont adhéré à la vision de Gaulle. J'aurais tendance à relire en fait l'appel du 18 juin, qui est finalement la clé, c'est-à-dire ce qui va créer cette espèce de sursaut chez beaucoup, des hommes qui n'auront pas forcément entendu l'appel du 18 juin quand il a été prononcé, mais qui l'auront lu et qui auront trouvé dans l'appel du 18 juin la clé de l'action. Pourquoi? Parce que finalement, il y a trois catégories profondément gaulliennes dans l'appel du 18 juin. Il y a ce qu'on appelle la destruction de la comédie, c'est-à-dire ne pas se laisser leurrer par ceux qui disent que la France était ontologiquement inférieure à l'Allemagne. Si on a perdu, c'est parce que technologiquement, on ne savait pas se servir des avions et des chars, que tactiquement, donc, on était inférieur. Il y a l'esprit hypothétique. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce que la guerre est finie? Non, parce qu'il reste l'Angleterre, que les États-Unis ne laisseront pas tomber l'Angleterre, parce qu'il reste l'Empire. Mais il y a aussi le choix moral. À partir de là, la France n'est pas vaincue, la France n'est pas seule, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Derrière la construction intellectuelle, il y a aussi ce choix, cette idée de dire, puisque la lutte est encore possible, puisque tout est encore possible, eh bien, il faut absolument, résolument continuer
à se battre. Et c'est autour de ce choix, finalement, va se créer la petite communauté des Français libres de 1940, c'est-à-dire ceux qui vont effectivement faire le choix de se mettre en contact avec lui, avec De Gaulle, et qui vont adhérer à cette explication. Le second point important, c'est que la guerre, la lutte plus exactement, c'est une réponse à la crise des esprits qui va devenir une crise de l'État et aussi quelque part une crise de la société. Ce qui est important, c'est évidemment le discours d'Oxford. Alors, c'est le discours central, fondateur en quelque sorte de la pensée sociale de De Gaulle, en tout cas c'est le premier où il exprime clairement et de manière publique son analyse de la société. Je le cite: Si complète que puisse être un jour la victoire des armées, des flottes, des escadrilles, des nations démocratiques, si habile et si prévoyante que se révèle ensuite leur politique vis-à-vis de ceux qu'elles auraient cette fois encore battus, rien n'empêchera la menace de renaître plus redoutable si le Parti de la Liberté ne parvient pas, au milieu de l'évolution imposée aux sociétés par le progrès mécanique moderne, à construire un ordre tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun y soient exaltées et garanties au point de lui paraître plus désirable que n'importe quels avantages offerts par son effacement. Je trouve qu'il y a un écho dans ce discours, d'Oxford, assez incroyable finalement à la phrase de Bernanos. Nous vous vaincrons, monsieur Hitler, si nous avons su garder notre âme. Mais il y a un pas encore plus avant, disons. C'est que l'analyse que fait De Gaulle, c'est que le vrai danger à terme, c'est non pas la barbarie nazie, qui évidemment il faut combattre donc jusqu'au dernier sang, mais qu'on vaincra, mais c'est la barbarie qui existe dans les sociétés démocratiques elles-mêmes. C'est l'aliénation née du système industriel, c'est les inégalités, c'est les tensions sociales, c'est tout ce que la crise des années 30 a détruit, tous les liens, tout le tissu social que cette crise a distendu justement et auquel l'État n'a pas su répondre. D'où finalement cette conclusion assez claire et donc à laquelle d'ailleurs Churchill va également parvenir, c'est-à-dire que l'État ne peut plus se limiter aux seules fonctions régaliennes, mais qu'il doit donner l'impulsion pour une espèce de transformation du capitalisme et du modèle industriel. C'est-à-dire qu'il faut donner des formes de progrès plus tangibles, et puis surtout qu'il ne faut pas sous-estimer l'idée que ce n'est pas seulement une crise économique qui a conduit à la guerre, mais que par-delà la crise économique, c'est une forme de crise de civilisation qui se profilait et que quelque part la guerre ne va pas résoudre. Ou en tout cas que la guerre ne résoudra pas si la reconstruction ne se fait pas autrement. C'est la raison pour laquelle justement le programme du Conseil national de la résistance et toutes les réformes de 1945, elles vont véritablement porter vers ça, vers la création de ces temps heureux, c'est-à-dire finalement des nouveaux temps. L'idée, c'est de recréer ou en tout cas de refonder le pacte social et surtout d'intégrer ce pacte social à la fois à la République et à la démocratie, quelque part en s'inscrivant dans une vieille tradition française, c'est-à-dire en considérant que la République n'a pas pour mission juste de garantir des droits élémentaires, mais qu'elle doit faire plus que ça. Elle doit faire plus que ça, c'est-à-dire qu'elle doit assurer la sécurité et la dignité, ces valeurs chrétiennes, que tout ça, ça doit entrer dans le pacte républicain. Ça, c'est une conversion, en tout cas, c'est quelque chose qui est affirmé dès 1941 et auquel De Gaulle va rester absolument fidèle. Mais il entre par là même dans une espèce de réflexion globale que que les démocraties de l'époque traversent. Songez un peu après, vous allez avoir le rapport Beveridge. Beveridge, c'est un libéral, hein, pourtant membre du Parti libéral jusqu'à sa mort, comme Keynes justement. Et c'est Beveridge qui va travailler à l'élaboration de ce qu'on va appeler le welfare state en Angleterre, qui est finalement une déclinaison anglaise de l'État-providence qui se met en place donc du côté français. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui unifie tout, pour reprendre la formule d'Alain Supiot, donc du Collège de France, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit de Philadelphie, c'est-à-dire un esprit qui naît de la conférence de Philadelphie et qui vise précisément à essayer de dire comment est-ce qu'on peut reconstruire un ordre d'après-guerre qui ne retomberait pas dans les crises des années 30. Pourquoi
parce que dans les années 30, les crises économiques ont créé des phénomènes nouveaux, comme un chômage absolument massif, ont créé des phénomènes de déstructuration qui étaient liés, déstructuration des familles, déstructuration de la manière dont les entreprises fonctionnaient, déstructuration de vieux systèmes d'encadrement et de protection, comme le paternalisme, justement. Et justement, ben, en 1945, la reconstruction, ça va aussi être une période de crise permanente, une période où la crise économique va entrer en quelque sorte la norme, et une norme qui est partie pour rester ou pour perdurer. Et donc, à partir de là, si on ne tire pas les leçons des années 30, eh bien, on va gagner la guerre pour entrer dans une crise peut-être encore pire. Il faut donc qu'on anticipe cela et qu'on pense le modèle démocratique de manière plus généreuse, mais surtout, comment dire, plus inclusif. C'est-à-dire, il faut une démocratie qui ne laisse personne de côté. Une démocratie qui se sente la responsabilité, qui se sente la mission, justement, eh bien, de protéger, d'assurer à la fois la liberté et la sécurité. Et une démocratie qui s'attaque également, comment dire, à la dimension de crise morale inhérente à la société industrielle, c'est-à-dire une démocratie où le travailleur ne soit pas relégué au rang d'instrument et d'engrenage dans un modèle industriel mécanisé qui resterait, qui fonctionnerait un petit peu en vase clos. Bref, il faut créer une vraie citoyenneté dans l'entreprise. Et c'est là qu'on arrive justement, c'est ma dernière idée de ce deuxième point, à l'idée de participation. En fait, dès le début de l'année 1942, De Gaulle va arriver, progressivement à cette idée quand il manifeste, son admiration pour le peuple français, pour sa capacité de rebond, de l'esprit et du cœur de nos paysans, de nos ouvriers, de nos bourgeois, de nos intellectuels et de nos prêtres ont jailli des millions et des millions de pensées, de volontés, d'ardeur, dont s'est formé le fleuve unique de l'intérêt national. Bref, comment est-ce que ce fleuve unique de l'intérêt national, on peut véritablement le canaliser? Comment est-ce qu'on peut le sécuriser? Eh bien, tout simplement en mettant en place un État social. Alors, l'État social, De Gaulle, je dirais un modèle qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la société britannique pendant la guerre. Les Français libres vivent à Londres et en fait, l'une des choses qui frappe énormément les contemporains, c'est finalement de se dire: pourquoi est-ce que la société française s'est désagrégée en 1940? Et pourquoi est-ce que la société anglaise, elle a tenu malgré les épreuves absolument terribles auxquelles elle a été soumise en 1940? Des bombardements, le Blitz, des privations, une mobilisation massive et malgré tout, comment dire, cette société a tenu. Et à partir de là, il faut regarder la manière dont elle fonctionne et il faut regarder également la manière dont elle appréhende la suite. Or, ce qu'on constate, c'est que dès 1942, Churchill, qui est pourtant un conservateur, va demander à Beveridge, un libéral, ben, de penser, l'évolution du rôle de l'État, pour l'après-guerre. Et Beveridge, vous le savez, va être, à l'origine du welfare state, c'est-à-dire d'un système qui étatise encore sans doute bien plus qu'en France, toute la protection sociale. Puisque en fait, en 1945 est créé le NHS, c'est-à-dire le National Health Service. Et donc, c'est un cas un peu extrême auquel on ne va pas arriver d'ailleurs en France, il n'y aura pas l'équivalent, mais jusqu'à la fin de l'année 1948, très exactement, eh bien, en Angleterre, par exemple, vous n'aurez aucun médecin qui ne soit pas fonctionnaire. Vous n'aurez plus de système privé de médecine et vous allez avoir du coup un État qui va se charger de manière extraordinairement large, hein, élargie, d'organiser la solidarité nationale. En particulier par la nationalisation de domaines stratégiques, ça va être le National Coal Mine, le charbon, l'électricité, ça va être même la nationalisation d'entreprises, d'industries, en particulier dans l'automobile, ça va être donc l'industrie de la sidérurgie. Et donc, De Gaulle observe ça. Et donc, son but, à partir de là, eh bien, ça va être de se demander comment est-ce qu'on peut l'adapter au cas français. Comment est-ce qu'on peut, quelque part, garantir cette harmonie sociale à l'échelle française. Si l'on regarde bien, les réformes de 1944, celles que De Gaulle va porter tant qu'il sera au pouvoir, eh bien, ce sont ces réformes sociales. De Gaulle assume la nationalisation des sources d'énergie et du crédit, et c'est extrêmement important. On crée EDF.
quelle est la mission d'EDF? Garantir une sécurité énergétique pour tous les Français au coût minimum, le moins important possible, pour le consommateur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale dès l'origine. Pareil pour GDF. On lie en quelque sorte la sécurité énergétique, l'accès pour tous et le coût minimum qui permet bien évidemment à chacun de bénéficier d'un confort minimal qui est important quand il faut traverser les hivers terribles de 47-48. On a également le système d'allocation d'accidents, d'assurance maladie et accidents, la refonte également du système de retraite qui est absolument essentiel, la sécurité sociale, si vous voulez, c'est une révolution. C'est une révolution au sens où aussi bien à gauche qu'à droite, à l'époque, personne n'en veut. On n'en veut pas à gauche de la sécurité sociale parce que, en particulier du côté du Parti communiste français, ben, ça conduit à une infantilisation des travailleurs. C'est quelque chose qui désamorce la lutte des classes si on étatise justement ce qui est malgré tout un des aspects des tensions des inégalités de classe. Mais on n'en veut pas non plus à droite, où on considère que, somme toute, c'est quelque chose qui doit être pensé au niveau de l'entreprise, que c'est quelque chose qui est potentiellement déresponsabilisant pour les travailleurs. Et en fait, je dirais que la magie, en quelque sorte, du moment 45 et ce que réussit à initier De Gaulle, c'est que c'est l'un des rares moments dans la vie politique française où les choses bougent. C'est l'un des rares moments, en quelque sorte, où les jalons vont bouger et où, ben, quelque part, toutes les familles politiques, quelle que soit leur sensibilité, vont aller vers ce compromis. Il y a peu de familles hein, politiques qui vont rejeter le programme du CNR. La principale, ce sera le Parti radical socialiste, donc d'Édouard Herriot, qui verra quelque chose de dispendieux et d'irresponsabilisant. Mais bon, c'est le parti des petits commerçants, c'est le parti des petits, et c'est le parti qui, historiquement, se méfie énormément de l'État. Donc, cette idée, tout ceci, c'était pour montrer comment est-ce que la guerre est quelque part un moment fondateur. Je voudrais maintenant, assez rapidement, parce que je me rends compte que j'ai été horriblement bavard, Prenez votre temps. aborder un troisième point qui est finalement, bah, comment est-ce que ces idéaux nés de la guerre et nés de la libération, De Gaulle va petit à petit les intégrer à son projet politique. Alors, bien évidemment, il y a d'abord le cadre de la lutte contre le marxisme militant. C'est les années du RPF, 47, 48, 49. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le RPF, alors il se trouve que la Fondation Charles de Gaulle occupe ce qui fut le siège du RPF et que donc on a le privilège d'avoir l'intégralité des archives. L'ambition de Gaulle, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement d'aller concurrencer le Parti communiste français sur son terrain. Il y a un journal RPF destiné au monde ouvrier qui s'appelle L'Étincelle. Il y a des associations ouvrières qui peuvent collectivement adhérer au RPF et puis surtout, il y a une commission de réflexion qui est autour d'hommes qui sont notamment venus de la gauche, hein, comme René Capitan, comme Manuel Bridier, eh bien, vont penser pour la première fois ce que peut être la réponse justement au marxisme et ce sera l'association Capital Travail. L'association Capital Travail, il faut bien avoir à l'esprit que c'est l'ébauche évidemment de ce qui deviendra plus tard la participation, mais c'est un projet qui va naître dans un contexte absolument dramatique, celui des grèves insurrectionnelles des années 47-48, ces moments où vous avez les mineurs, vous avez les dockers, vous avez beaucoup de professions auxquelles les communistes ont donné un statut dérogatoire justement, qui donne en particulier aux syndicats un quasi-monopole d'embauche, qui vont se lancer dans des grèves extraordinairement violentes. C'est notamment on ne crée pas les CRS, disons, mais on est obligé de les activer pour la première fois véritablement lors des incidents très violents de Marseille en 47 et par ailleurs dans le bassin minier, près de Saint-Étienne, à l'Est également, vous avez des affrontements violents en 48. C'est dans ce contexte-là qu'en fait, la volonté de Gaulle, ça va être de dire on va aller défier le Parti communiste sur son terrain. C'est-à-dire qu'on va refuser que celui-ci impose une vision classe contre classe de la vie sociale, en quelque sorte, de la vie dans l'entreprise. Et on va essayer, à partir de là, eh bien, d'y apporter une réponse intellectuelle. L'association Capital Travail, c'est une volonté justement
de contrer le modèle, disons, de l'inéluctabilité marxiste de la lutte des classes et d'y opposer, au contraire, une forme de transaction. Même si, évidemment, ça nécessite finalement deux jalons extrêmement importants. Le premier jalon, c'est évidemment un partage des bénéfices, qui sera plus tard l'intéressement, c'est-à-dire une politique salariale audacieuse. Sur ce point, De Gaulle n'hésite pas à aller assez loin. Mais le second point, et sans doute le plus important, c'est que ce à quoi il faut répondre, c'est pas seulement une crise économique. La question à laquelle il faut répondre, c'est pas seulement la question des salaires. La question à laquelle il faut répondre, et c'est là qu'on retrouve l'esprit du discours d'Oxford, c'est le sentiment d'aliénation lié au travail. Et à partir de là, eh bien, l'association, elle doit aussi s'étendre quelque part au choix stratégique, à la décision. C'est-à-dire que tant qu'on considérera que seuls ceux qui ont le capital sont en mesure de prendre les décisions stratégiques et que ceux qui travaillent ne sont que des exécutants, eh bien, effectivement, on créera l'espèce de frontière sur laquelle le classe contre classe marxiste grandit, croît et prospère. Tandis que le seul moyen, justement, de s'y attaquer, eh bien, c'est précisément de s'attaquer à la dimension de mal du siècle, de société sans âme, dont De Gaulle parle quand il dit tout s'organise et fonctionne d'une manière automatique, standardisée, d'une manière technocratique, de telle sorte que l'individu n'a pas prise sur son propre destin. Bref, l'idée que le capitalisme n'est pas intégrateur et que la solution communiste, elle écrase l'individu, qu'à partir de là, la participation, enfin l'association capital-travail, c'est une espèce de voie entre les deux, justement. En tout cas, c'est une volonté de changer les données du problème, en tout cas, de refuser la manière dont le problème est posé par la lecture, marxiste. Alors évidemment, je vais accélérer parce que je vois l'heure et je suis un peu affolé. Je ne voudrais pas vous priver de dîner. De Gaulle au pouvoir, qu'est-ce qui finalement va être important? Déjà, la première chose, ça va être la mise en place d'un arsenal législatif dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. C'est-à-dire que ça va être la loi enfin l'ordonnance de 1959 qui ouvre la possibilité d'une participation financière des salariés au bénéfice de leur entreprise, même si évidemment, c'est d'abord un dispositif qui est totalement facultatif, c'est une espèce de ballon d'essai qui est lancé donc en 59, mais qui est soumis évidemment à la conclusion d'un accord de branche et d'entreprise. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a des forces, sociales dont on aurait pu penser qu'elles allaient se ruer sur cette opportunité et qui au contraire, à une ou deux exceptions près, vont montrer leur grande méfiance, c'est les syndicats. Les syndicats qui, quelque part, vont voir dans la participation une forme de manière de désarmer les conflits et quelque part également de diviser les travailleurs en opposant ceux qui voudraient s'associer, ceux qui ne voudraient pas, et en quelque sorte de casser cette logique de front contre front. Mais j'aurais tendance à dire, quitte à être un peu provocateur, que quelque part l'opposition des syndicats, en particulier de la CGT, c'est l'une des justifications, quelque part, du projet gaulliste. C'est-à-dire, c'est la preuve qu'il tape quelque part là où ça fait mal, en tout cas, qui remplit cet objectif. Et puis, après donc une période donc assez compliquée, puisque vous allez avoir un homme, un gaulliste de gauche, donc ancien polytechnicien venu de la SFIO, Louis Vallon, qui dépose en 1965 donc un amendement pour essayer d'élargir justement cette idée de participation. Eh bien, dans le contexte du second mandat, celui de 65, dans lequel De Gaulle essaie aussi de renouer avec les forces sociales et essaie de retarder la bipolarisation et de pas justement se couper de l'électorat populaire qui lui a jusqu'ici jamais fait défaut, eh bien, il y a la loi du 27 novembre 1967, donc, du 27 novembre 67, pardon, sur la participation aux résultats d'une entreprise qui devient cette fois-ci obligatoire dans les entreprises de plus de 100 salariés, participation qui est exonérée d'impôts et de cotisations sociales et qui fixe même un mode de calcul. Alors, est-ce que finalement ça va énormément changer les choses? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que dans une certaine mesure, De Gaulle va avoir du mal à s'appuyer sur des relais pour pousser ses idées.
La première, il va lui manquer des relais dans le monde syndical, dans le monde du travail. Il va également lui manquer des relais dans le monde politique, où les oppositions, en particulier la gauche, ne vont pas souscrire à ce projet. Et au sein même de son propre camp, certains, finalement, vont tenter d'avoir une lecture, on va dire, partielle de ce qu'est la participation. En particulier, si la question de l'intéressement au bénéfice va être reprise par certains, en particulier par Georges Pompidou, avec une certaine sincérité d'ailleurs, puisque en 86, Édouard Balladur, qui est à l'époque très proche de Georges Pompidou, reprendra comme ministre des Finances l'idée d'un actionnariat salarié. Ce qui va évidemment beaucoup plus clocher, eh bien, c'est l'idée d'un intéressement aux décisions et un renforcement du dialogue social, puisqu'évidemment, ceci, c'est beaucoup plus difficile à cadrer sur le plan législatif et que ça va donner lieu à une infinité d'interprétations du pancapitalisme de Marcel Loichaud, qui voit quelque part dans tout ça eh bien, une application stricte globalement d'entreprise où désormais chaque décision nécessiterait une assemblée générale, à au contraire des milieux patronaux où on va plus considérer que la participation au sens de l'association et décision, c'est, pour reprendre la formule de François Seyrac, un état d'esprit, justement, c'est-à-dire une manière juste de pratiquer un dialogue social plus fréquent et plus fluide. La dernière chose que je voudrais dire très très rapidement, c'est que cette idée de participation, De Gaulle ne la cantonne pas au monde de l'entreprise, il y a aussi une dimension politique, au sens où la vraie question qui se pose une fois les réformes de structure et une fois la cinquième définitivement mise en place à partir de 1962, c'est finalement sur qui on va s'appuyer pour mener ces réformes. De Gaulle n'est pas naïf, il a bien conscience que l'État est puissant, très puissant, peut-être même trop puissant par rapport à ce qu'il sent monter, c'est-à-dire l'affirmation de la société, et que donc il faut éviter que désormais la relation se fasse un peu sur coussin d'air. On a dit qu'il avait été surpris par la crise de 68. Non, il sent monter les revendications sociales, les revendications de la jeunesse. Son obsession, dès 1964, c'est quelque part de trouver un moyen de dialoguer, ou plus exactement de trouver des relais pour l'action de l'État, avec lesquels on pourrait dialoguer et qui se feraient des relais locaux justement de cette action. Son analyse, c'est que ce n'est pas dans les élites politiques traditionnelles qu'il les trouvera, parce qu'il voit dans ces élites, ces notables de la SFIO, même du PCF, du Parti radical, des conservateurs, des vrais conservateurs. Tout déjà un premier jalon qui va être la réforme des codères en 1964. Et derrière cet acronyme un peu étrange, CODER, se cachent des comités d'orientation et de développement économique régional. En fait, ce qui est important, c'est que ces CODER, c'est des assemblées, et que sous la direction d'un préfet de région, qui est nommé en conseil des ministres, eh bien, vous avez des assemblées mixtes. Vous avez d'un côté des élus, et d'un autre côté, vous avez ce que De Gaulle va appeler les forces vives de la nation, c'est-à-dire des élites, tout simplement. Des élites montantes, des jeunes, si vous voulez. C'est ça qui est important. De Gaulle croit en la collaboration avec les jeunes élites qui tractent le pays dans la modernité. Il a gardé une bonne impression de la coopération entre le ministre de l'Agriculture et les jeunes agriculteurs de Michel de Baptiste, qui au début des années 60 ont quelque part un peu co-construit, pour reprendre un barbarisme actuel, la politique agricole commune. Et donc l'idée, c'est de généraliser tout ça, en allant chercher des entrepreneurs, des universitaires, des chercheurs, des agriculteurs, des syndicalistes, mais leur demandant de venir en tant que jeune élite, dynamique en quelque sorte, et pas en tant que représentant d'intérêts catégoriels, représentant d'un parti ou représentant d'un syndicat. Et quelque part, la réforme de 69, j'ai extrêmement vite, j'en suis navré, c'est quelque part l'idée de prolonger cette action en réformant le Sénat pour faire non plus du Sénat ce qu'il perçoit alors comme une assemblée conservatrice, mais au contraire, pour en faire une véritable assemblée de concertation, où quelque part, c'est l'esprit du Conseil économique et social qui se mêlerait à, disons, l'esprit de responsabilité du Sénat traditionnel. Ce qui est assez paradoxal, c'est que autant on voit bien le projet en quelque sorte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on comprend bien l'objectif de Gaulle, autant quand on reprend ces années 68, 69, alors que De Gaulle en parle à plusieurs reprises, alors qu'il évoque la participation
dans les entreprises publiques et privées, comme le projet donc, pour sortir de la crise de mai 68, c'est le discours du 24 mai 68, alors qu'il plaide justement pour cette participation lors de la campagne de 1969, eh bien, pour reprendre un terme actuel, disons que ça n'imprime pas. C'est-à-dire que c'est une idée peut-être trop abstraite pour que véritablement De Gaulle réussisse à en faire un enjeu politique, et c'est ce qui conduit en grande partie à l'échec donc de la campagne de 69. Mais, et je m'arrêterai là, qu'on relise De Gaulle jusqu'au bout pour voir finalement la cohérence de sa vision, la sincérité de son adhésion à cette idée de participation. Allocution du 11 mars 1969, je le cite: «Comment ne pas discerner le malaise des âmes qui, dans la société mécanique moderne, sert de ferment trop commode à ses troubles et de tremplin trop facile à ses agitateurs? Comment ne pas reconnaître que si l'impulsion de l'époque transforme matériellement notre pays dans ses profondeurs, elle lui impose en même temps de changer les conditions morales et sociales de son existence? Bref, ce qui est en cause, c'est la condition de l'homme. Il s'agit donc, partout où des hommes sont ensemble pour vivre et pour travailler, de rendre leur rapport plus humain, plus digne et par là plus efficace. Il s'agit que chacun, là où il fournit son effort, ne soit pas un instrument passif, mais participe activement à son propre destin. Voilà quelle doit être la grande réforme française de notre siècle.» On est en mars 1969 et je vous ai cité des extraits du discours d'Oxford qui date de 1941. Ce qui est frappant, c'est la parfaite continuité de l'analyse chez De Gaulle entre ce qu'il voyait au début de la guerre et ce qu'il voit encore comme la grande réforme française en 1969. Et c'est aussi peut-être justement cette formulation encore plus affirmée: rendre leur rapport plus humain, plus digne et par là plus efficace. Et surtout, il s'agit que chacun, là où il fournit son effort, ne soit pas un instrument passif, mais participe activement à son propre destin. La participation, c'est une réponse évidemment économique, c'est une réponse technique, mais c'est aussi une réponse morale et une réponse intellectuelle à la question du travail et à la question de la société industrielle. Et évidemment, c'est une réponse de long terme, c'est une réponse que De Gaulle va tenter d'apporter pendant 30 années, et c'est aussi, du coup, peut-être quelque chose, une question qu'il nous a laissée un peu ouverte, mais avec quelques éléments de réponse que j'ai essayé de résumer pour vous ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bah, je pense que c'est ce que je disais j'essayais de dire en introduction, je disais qu'Anne de Gaulle, c'était un peu l'enfant de la reconstruction. C'est-à-dire que la Fondation Anne de Gaulle, c'est un symbole extrêmement fort du projet pour la France telle qu'elle doit, se reconstruire. C'est-à-dire une France qui ne laisse personne de côté. Une France qui ne laisse pas les vieux clivages justement se reconstituer, puis surtout une France où on considère que le progrès est indissociable de la liberté, mais surtout de la sécurité et de la dignité de chacun. C'est-à-dire que je pense que globalement, il faut pas sous-estimer quand De Gaulle en octobre 1945 donc, vient au château de Vercœur, il est entre la création du comité à l'énergie, atomique, les grandes manœuvres donc avec le parti communiste français. Comment dire? Il a des dossiers extrêmement lourds qui mettent vraiment en cause la sécurité du pays et les enjeux clés de la reconstruction, et c'est aussi le moment des ordonnances sur la sécurité sociale. Si une telle importance est accordée à la Fondation Anne de Gaulle, je pense, c'est qu'elle a une dimension symbolique extrêmement forte. C'est-à-dire que c'est une manière pour De Gaulle, à titre personnel, pour le coup purement personnel, par-delà ce qu'il incarne, eh bien, de délivrer un message aux Français. De délivrer un message qui est que quelque part, l'inclusion des personnes handicapées, l'inclusion des personnes en difficulté, comment dire? C'est une urgence nationale. C'est une urgence nationale au même titre que la création d'une dissuasion autonome et la création du CEA, que, les nationalisations. C'est, comment dire? C'est quelque chose qui donne le ton. C'est une espèce de manière de donner ce que doit être sa vision globale de la France d'après, 1945. Ça m'a toujours énormément frappé, d'une part que
ce soit fait finalement dans une certaine forme d'urgence, c'est-à-dire que De Gaulle n'est pas attendu d'avoir quitté le pouvoir pour créer cette fondation, puisqu'il doit demander au Conseil d'État une homologation d'utilité publique, alors que d'habitude il est peu friand de ce genre de choses. C'est que vraiment il considère que c'est urgent, et puis surtout je pense qu'il considère que c'est l'une des mesures de la reconstruction, en tout cas que c'est la mesure personnelle qu'il apporte à la reconstruction. Et enfin, je dirais que ce qui est important aussi, c'est que la création de la Fondation Anne de Gaulle, c'est aussi un appel aux dons. Et c'est quelque part l'idée de créer un consensus aussi large que possible, de prolonger l'esprit de rassemblement qui a valu pendant la guerre et de créer, à travers la création de cette fondation, un esprit aussi de rassemblement, en tout cas un esprit de concorde aussi large qu'il est possible. Puisque quand vous regardez vos premiers donataires, ça vient de partout, justement. Ça vient d'Afrique, ça vient des colonies, ça vient de toutes les régions de France, justement. On crée une espèce, pour reprendre une formule que De Gaulle a employée à l'époque, d'évidente unanimité française, justement. Et donc, je dirais que c'est évidemment inscrire la question du handicap dans le débat public, alors que jusqu'ici, cette question, elle n'était pas présente, ou alors elle n'était présente qu'à la marge, c'était les blessés de guerre ou ce genre de choses, et les enfants handicapés, on avait tendance à les cacher, ou en tout cas à les mettre de côté, à les reléguer, effectivement. Mais d'autre part, c'est une manière de montrer l'esprit, d'indiquer vraiment l'esprit, voilà, l'esprit de ce que doit être la reconstruction. La dimension sociale, et alors, pour reprendre un terme qu'on n'emploie absolument pas à l'époque, la dimension inclusive. Enfin, plus exactement, le contraire de l'exclusion. Je pense que le terme que De Gaulle emploie à l'époque qui résume le mieux, c'est le droit à la sécurité et à la dignité. Et derrière cette notion de dignité, il y a quelque chose de profondément chrétien, justement, mais qui anime peut-être l'esprit originel de la fondation Charles de Gaulle. C'est assurer la dignité, justement, de gens handicapés, de gens malades, de gens imperfectibles, en outre, pour reprendre l'expression qu'emploie Yvonne de Gaulle à l'époque. Mais c'est donc considérer que assurer leur dignité, c'est une question pour la société. C'est pas seulement une question pour les familles qui parfois n'ont pas la possibilité ou pas les moyens. C'est une question qui relève, c'est un devoir en quelque sorte que la société porte et que la France, telle qu'elle est en train de se reconstruire, en tout cas, doit porter ou doit assumer. Ça fait allusion au fait qu'effectivement, à la fondation, nous avons reçu le couple Röting, en fait, puisque donc Monsieur Röting a été un résistant qui a combattu dans les Vosges, qui a été gravement blessé d'ailleurs à l'hiver 44-45, et Madame Röting, qui était effectivement assistante sociale de profession et qui a travaillé sous les ordres directs de Madame de Gaulle à l'Élysée. Sachant que Madame de Gaulle, c'était poignant justement d'entendre ce témoignage, suivait très personnellement certains dossiers de personnes handicapées, souvent issues de milieux de grande souffrance ou de grand dénuement, et s'assurait personnellement de leur suivi et de leur accompagnement. Et donc, comment dire, il y a une forme de continuité effectivement, et je pense que ce que dit Christine est extrêmement important entre l'engagement privé et l'engagement public. Je pense qu'en fait, dès Trèves, finalement, dès le début, le fait de garder Anne avec la famille de Gaulle, le fait que le général de Gaulle, malgré ses obligations militaires lourdes, lui consacre du temps chaque jour, ce qu'il faut poser, c'est que c'est déjà quelque part un acte militant pour l'époque. C'est un acte militant parce que c'est pas du tout ce que beaucoup de familles font, où très vite, une enfant handicapée a tendance à la reléguer, ou pour reprendre une expression de l'époque, à l'invisibiliser. Cette notion d'invisibilisation, elle est totalement absente chez les De Gaulle. De Gaulle assume, De Gaulle aime cette fille, et puis surtout, comment dire, De Gaulle considère quelque part que c'est ce que le destin, ce que Dieu lui donne, et il en fait une grâce justement. Et je pense que c'est un acte militant à la fois dans sa vie privée, parce que quelque chose de profondément formateur, c'est quelque chose qui le définit justement, d'avoir fait de cette épreuve une grâce comme il le dira, mais c'est déjà un acte militant, en particulier dans des milieux militaires, qui dans les années 30 sont extrêmement conservateurs, où justement, bah, c'est pas forcément l'approche, on va dire, la plus partagée. Et effectivement, la création de la Fondation Anne de Gaulle, c'est lié, cet acte militant heu, personnel en quelque sorte, et en faire un acte public.
on mesure difficilement, je pense, à quel point, quelques années plus tard, en 1948, la mort d'Anne de Gaulle est une épreuve évidemment absolument terrible pour le couple le de Gaulle. Bon, on connaît les phrases poignantes. Maintenant, elle est comme les autres, tout à fait. Ce qu'on sait moins, c'est que ça reste malgré tout quelque chose d'éminemment privé et que très, 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 très peu de collaborateurs, très, très peu de proches du général sont conviés aux obsèques d'Anne de Gaulle qui évidemment, ben, avait quelque part soudé cette famille. Et parmi les personnes qui sont conviées, un homme qui a eu sans doute beaucoup d'importance pour la famille et qu'on a redécouvert, notamment grâce au colloque de Gaulle, Israël et les Juifs, qui est le docteur Lichtwitz, donc, qui était le médecin personnel de la famille de Gaulle et qui a sans doute accompagné personnellement justement le parcours d'Anne, donc jusqu'à son décès à l'âge de 20 ans en 1948. Alors justement, j'y pensais, je pense sur le lien quelque part entre un acte personnel, familial et en faire un acte public. Ce qui apparaît aussi, c'est qu'on a Charles de Gaulle, mais on a aussi la famille de Gaulle, le couple de Gaulle et que c'est aussi quelque chose qui s'est élaboré entre Charles de Gaulle et Yvonne de Gaulle, qui devient un acte public, qui devient quelque chose de structurant et qui est malgré tout, je dirais, ben, le fondement de ce qui va devenir ensuite une politique publique. Une continuité étonnante quand on voit effectivement que madame Huttig nous le disait, heu, Yvonne de Gaulle va considérer en quelque sorte que c'est une mission. Une mission qui excède évidemment Anne de Gaulle, une mission que de s'occuper, de ces jeunes filles, de les aider et alors, ben, vous connaissez sans doute, je parle aux auditeurs, le livre donc sur le château de Vercœur qui montre qu'il y a un suivi très personnel de la part d'Yvonne de Gaulle. Elle écrit de sa propre main les statuts, elle s'occupe de questions extrêmement concrètes sur la formation, sur les horaires, sur l'emploi du temps, sur plein de choses justement. Bref, elle se considère comme quelque part personnellement missionnée et je dirais que autant Yvonne de Gaulle a toujours été une personne extraordinairement discrète, autant la création de la fondation Anne de Gaulle, je dirais que c'est sa part d'action publique. C'est ce qui la fonde en partie justement comme tenante, en tout cas missionnée justement pour une œuvre publique de long terme auquel elle va rester fidèle, elle va rester fidèle jusqu'au bout. Et je dirais que ce qu'on sent aussi en creux, c'est que cette vision de la France que de Gaulle porte, que la création de la fondation de Gaulle symbolise, c'est la sienne, mais c'est aussi celle qu'avec Yvonne de Gaulle, en tant que parents touchés, par le handicap, ils ont quelque part construit ensemble. C'est peut-être aussi ça qui touche énormément les Français à ce moment-là, c'est qu'ils sentent que voilà, c'est la famille de Gaulle, que c'est une expérience qui est à la fois intime, personnelle et qui est en même temps partagée avec les Français. C'est pour ça que c'est par ce biais peut-être, en acceptant quelque chose qu'il accepte très, très rarement de Gaulle, c'est-à-dire d'ouvrir une part de son intimité, qui fait véritablement entrer le handicap dans le débat public et puis que surtout, il pose le traitement et les politiques d'accompagnement comme quelque chose comme une mission quelque part, donc en tout cas quelque chose qui entre dans le spectre justement des missions de l'État. Alors après que l'État ait, ait répondu, avec assez de vision et surtout assez d'endurance, et c'est évidemment une autre question qui me revient pas de traiter aujourd'hui. Mais mine de rien, je pense qu'il y a peu d'actes véritablement fondateurs de tournant et ce que savent faire les de Gaulle justement, ben, c'est faire finalement la création de la fondation Anne de Gaulle, voilà, une espèce de balancement, en tout cas une espèce de pierre blanche à partir de laquelle, un nouveau champ d'action publique s'ouvre.